Philanthropie, le magazine de la Fondation du judaïsme français. Préparé et présenté par Véronique Elfmals et Perrine Simon-Naoum. Comme chaque mois, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une de nos 87 fondations abritées par la Fondation du judaïsme français. Ce mois-ci, nous recevons Monsieur Marc Konzaki, j'y suis arrivée, très bien, membre du comité de la Fondation Marc Hamon. Vous avez pour objet, grâce à cette fondation abritée par la Fondation du judaïsme français, de favoriser l'insertion socio-économique des jeunes, surtout des jeunes, en les accompagnant et en leur attribuant notamment des bourses, des formations, du monitorat, des remises de prix, en organisant également des événements, des colloques, des conférences. Avant de parler des conférences et de la Fondation Marc Hamon et de Marc Hamon, parce que je sais que cela vous tient très à cœur, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Alors, moi, Marc Konzaki, j'ai un âge respectable. On n'a pas besoin de savoir. Je suis vice-président de Judaïsme en Mouvement, après avoir été président du MJLF jadis, et je suis en charge notamment des jeunes malgré mon grand âge. Je suis responsable de l'activité des jeunes, et puis j'ai eu des activités associatives relativement nombreuses dans le passé. Donc vous êtes très sensible aux jeunes, mais bien au-delà, il y a un attachement à la fondation Marc Hamon. Pour Marc Hamon, voilà. Marc Hamon, en fait, est une manière d'aider les jeunes. C'était la décision de Claude Hamon qui a créé cette fondation. Et ça correspondait à une envie, lui, d'insérer les jeunes dans la vie professionnelle, parce que fondamentalement, c'est ça qu'il souhaite faire, et que ça correspondait à mon envie, à moi, d'y participer, et à l'envie du judaïsme en mouvement d'y participer. Donc c'était une conjonction d'envie qui s'est traduite par les projets que nous menons. Mais vous avez un lien tout particulier avec cette... C'est ça qui peut-être explique votre fort engagement. Je suis le neveu de Marc Hamon. Voilà. Oui, alors, qui était Marc Hamon ? Marc Hamon, et vous avez raison, j'ai vraiment envie de le mettre en avant. Marc Hamon, c'est mon oncle, il est né à Salonique. Il est né dans une famille, ma famille maternelle, c'est une famille salonicienne, classique, qui est venue après la Première Guerre mondiale en France, parce que la France, pour eux, c'était les Lumières. Ils avaient été à l'Alliance israélite, donc ils sont venus en France. La vie en France a été assez difficile jusqu'à la guerre. Il n'y avait pas beaucoup de revenus, mais enfin, ils étaient bien. Et au moment de la guerre, ils se sont cachés, ils sont restés à Paris. Et aussi bien Marc que ma mère Renée étaient EI et sont entrés dans les EI actifs et dans la 6e. Je suppose que vous savez ce que c'est que la 6e. Et nous savons ce que c'est la 6e et nous savons ce que c'est les EI aussi, oui. Puisque nous avons une fondation la Fondation des bâtisseurs d'engagement, oui. Qui aide aussi. Tout à fait. Un de leurs programmes, ce sont les EI, donc, les éclaireurs israélites. La 6e dans la guerre, était dans la clandestinité. Et en fait, son rôle, c'était d'aider les jeunes, d'abord de trouver les jeunes qui étaient en danger, de les aider et de les exfiltrer ou de les cacher. Et mon oncle, Marc, était un des responsables à la fois des faux papiers et de trouver les jeunes à protéger et de garder un lien avec elles. Il était en lien avec des assistantes sociales et il a fait un très gros travail pendant la guerre. Mais avant de dire ça, c'était aussi un ingénieur. Il était major de l'école physique-chimie et il était en lien avec Joliot-Curie. D'accord. C'était une grosse aide. J'ai récupéré, mes parents sont maintenant décédés, j'ai récupéré les documents et il a été décrit comme un parfait honnête homme avec une intelligence brillante et une grande modestie. C'est assez joli. Hein, c'est assez joli. Est-ce que vous connaissez par hasard son nom de totem ? S'il était... Pingouin. Pardon ? Pingouin. Pingouin, d'accord. Il était dans la troupe Josué. D'accord. Avec mon père d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est sa description. Alors, il a été arrêté fin 44 parce que sa mission était très dangereuse. Et ce qui montre aussi comment il était, c'est qu'il a réussi à faire libérer la personne avec qui il était en discutant avec les Allemands. En disant, vous avez fait une grosse prise, vous pouvez libérer madame. Bon. Elle a été libérée. Bon. Après, il a été déporté, il a été pratiquement gazé en arrivant. Mais il était dans un wagon disciplinaire, ce qui prouve que les Allemands trouvaient qu'il avait du caractère. Qu'il avait du caractère. En fait, pour nous, c'était une image un peu mythique. D'accord. Je ne l'ai pas connu, bien sûr, mais à la maison, il était, notamment dans les premières années avec maman, il était extrêmement présent. C'est pour ça, au fond, que je suis rentré dans la fondation.
ce lien. Il faut savoir que nos fondations abritées, elles ont souvent des tas de vocations et d'objets différents, mais très souvent, c'est pour Bien honorer sûr. la mémoire de quelqu'un qui nous est cher. Et donc, en l'occurrence, Oui. c'est vraiment ce qui vous anime. Et c'est ce qui a conduit Claude, c'est-à-dire celui qui a créé la fondation. Donc, il y a eu Marc Hamon qui a été la Enfin, personne dont c'est au le nom nom de la duquel, fondation. Et et puis, il y a eu Claude, un Claude Hamon qui est le fondateur. qui est le Et fondateur qui finance la fondation. Nous finançons aussi, mais c'est surtout lui qui finance. Pourquoi Claude Hamon? Alors maintenant, Claude Hamon a 88 ans. C'est le cousin germain de Marc. Alors, au moment de la guerre, il était petit. Il n'a pas vécu la guerre en France, d'ailleurs. Mais sa mère et ma grand-mère étaient extrêmement liées. Et Marc a été le seul de la famille en France qui a été déporté. D'accord. Et à un moment, Claude, qui a pu avoir des rentrées régulières ces dernières années, s'est dit, il faut que je fasse quelque chose au nom de Marc. Je crois qu'il est à l'époque, et moi aussi, où on veut transmettre. Oui. C'était un problème de transmission. Qu'est-ce que je peux faire? Marc était très orienté vers les jeunes, EI 6e. Il a dit, je cherche à faire quelque chose chez les jeunes. Et Claude est expert comptable, a beaucoup travaillé dans la création d'entreprises. Donc il s'est dit, c'est un moyen... Donc, vous aviez lié l'objet, la cible, les jeunes, et les moyens, l'entreprise. L'entreprise. Et donc, il a créé cette fondation. En 21, je crois. Il y a 3 ou 4 Oui, ans. c'est ça. Il y a 3 ou 4 ans, je ne peux pas vous dire exactement quand. Et en fait, il m'a demandé d'y participer, comme il participe un de ses enfants, pour assurer une continuité ensuite. Tout à fait. Voilà. Et donc... Donc maintenant, on en est là. Vous avez une fondation depuis 3 ou 4 ans et vous êtes dit, on va en faire quelque chose. Et évidemment, vis-à-vis des jeunes, donc ça, oui. on l'a bien compris. Et c'était même plus spécifique des jeunes créateurs. D'accord. L'idée, c'était, on crée quelque chose, on crée une entreprise, on crée un projet. Et ça, pour Claude, j'ai discuté avec lui il n'y a pas très longtemps, c'est quelque chose de très important. On crée quelque chose de concret. Quelque chose de concret avec de l'éthique, parce que l'éthique est bien le grand mot de la fondation. Et donc, ça correspondait, alors je vais faire de la publicité clandestine, ça correspondait au projet que nous cherchions à Judaïsme en mouvement, d'attirer des jeunes que la religion n'intéresse pas forcément, mais qui peuvent être intéressés par le côté éthique du judaïsme. Et c'était un moyen concret de leur dire, venez concrètement faire quelque chose d'éthique, ça vous rapprochera du judaïsme, ça vous montrera que le judaïsme peut vous offrir quelque chose. De toute façon, on sait bien que notre communauté, la communauté, elle est éclectique, elle est hétérogène, oui, on ne se ressemble pas tous et on doit tous trouver des associations, des fondations qui nous permettent de nous réaliser avec les valeurs que porte le judaïsme. Tout à fait. Et c'est celle que vous voulez porter, on a tous les mêmes valeurs, je pense. Exactement, donc quel que soit le... valeurs, mais je pense que les jeunes ne voient pas forcément les valeurs du judaïsme comme des valeurs qui peuvent mener leur vie. Or, ce sont des valeurs universelles et c'est des valeurs qui vous permettent d'avancer. Donc, alors avec Claude, on a créé un programme qui s'appelle J'aime ta start-up. C'est très clair. On comprend très bien. C'est bon, c'est destiné à des jeunes. Alors, c'est des jeunes jusqu'à 35 ans. Bon, si vous avez 36, ça va. Mais l'idée, c'est quand même des jeunes en début de carrière qui ont l'idée d'un projet éthique, c'est-à-dire qui vont réparer le monde, si on veut dire. Qui est d'ailleurs la baseline de la fondation du judaïsme. Qui veulent faire du bien à la planète ou qui veulent faire du bien aux gens. D'accord. Voilà. Donc c'est un projet, mais c'est un projet concret. C'est-à-dire, ils doivent venir avec ce qu'on appelle un business plan. Oui. Bon, qu'ils ont déjà bien étudié et avec l'idée de faire des choses concrètes et d'avancer. On ne prend pas des startups avant qu'ils aient vraiment bien imaginé la chose. On prend des startups au moment où ils arrivent au moment de la concrétisation. Alors, il y a plusieurs aides. On les aide financièrement. Oui. Alors, on donne 2 bourses de 20 000 euros. Alors, 20 000 euros, ça ne permet pas de créer une entreprise, ça c'est clair. Mais ça permet de passer des étapes, ça permet de trouver d'autres financements. Ça, c'est un point très important. Le deuxième point, c'est qu'on fait du coaching. C'est-à-dire qu'on les aide à voir les points forts de leur... de les accompagner. De les accompagner. On ne les accompagne pas longtemps, on n'a pas les moyens de le faire, ce n'est pas notre objet, mais on leur dit, ça c'est incohérent, ça c'est bon, ça, vous devez réfléchir. Vous avez un comité qui... Alors, ce sont des gens comme moi, déjà c'est des professionnels qui fait ça. On a un jury, mais qui intervient aussi dans ces coachings.
où ce sont des gens de notre équipe jeunesse qui ont de l'expérience, qui les aident. Parce qu'on les aide du point de vue économique, on les aide à s'exprimer, parce qu'en fait, il faut vendre. Une start-up, il faut la vendre. Bien sûr. Et on les aide à faire ressortir le côté éthique de leur projet. Après ça, bon, la première année, on avait une vingtaine de projets, il y a 2 ans. Cette année, on a une trentaine de projets. Ce qui n'est pas négligeable du tout. C'est Hein. beaucoup. La première année, alors, notre idée, c'était de passer par les écoles. Les écoles, au départ, un projet juif, on n'aime pas beaucoup. Et puis, elles ont été convaincues par la première édition. Et on a les grandes écoles, on a des universités. Mais on ne veut pas que ce soit notre seule source. On a des associations. Vous aidez aussi des jeunes qui ne sont pas justement, Non, qui ont un parcours des scolaire associations. Et idéal. cette année, la troisième année, on essaye d'aller, alors, pour des jeunes en difficulté, dans des zones en difficulté. C'est plus compliqué avec les événements actuels parce qu'en fait, on n'est pas forcément très bien accueillis. Parce qu'une des caractéristiques, et ça, c'est l'ouverture qu'on souhaite avoir, c'est qu'il n'y a pas que des juifs. Bon, la majorité des candidats sont juifs, mais on a des candidats qui ne sont pas Bien juifs évidemment, et qui ont des prix. évidemment. Donc, et ça, pour nous, c'est très important, c'est Heureusement. l'ouverture sur la cité. On est français, on joue avec tout le monde. Évidemment. Et en Comme fait, c'est l'esprit de la fondation du judaïsme français. On a énormément d'actions et c'est Fab, notre directeur financier, qui hier justement ou la semaine dernière lors de notre gala a annoncé combien de programmes on soutenait, etc. On soutient tout type d'association, bien entendu, puisque c'est de l'argent de l'État oui. qui retourne. Donc il est nécessaire de ne pas faire de Je discrimination. crois que c'est très important et je pense que dans la vision que les autres peuvent avoir des juifs, c'est fondamental. Bien On ne sûr. travaille pas que pour nous. C'est pas un projet. Bon, c'est évident que on a une tendance, une empathie envers les juifs et c'est surtout des juifs qui viennent vers nous, c'est clair. Mais c'est le professionnalisme là que vous oui, allez mettre en avant voilà, et peut-être l'esprit d'entrepreneur. Et en fait, le fait que ce soit ouvert, ça nous a donné accès à beaucoup plus de sources. Les écoles, les universités ne nous auraient jamais dit oui si on était uniquement pour les juifs. Mais évidemment, de toute façon, la problématique ne se pose pas, même bon. pas, en tout cas pas dans l'esprit de la Fondation Judaïsme. Alors j'ai envie de savoir quel genre d'entreprise vous avez par le passé soutenu. Ah, je vous en prie. Simplement Je citer vous en celui prie. qui mène le programme, D'accord. c'est Jean-Daniel Pic, D'accord. qui est beaucoup dans l'entrepreneuriat et qui a pris c'était un administrateur chez nous qui a pris le projet en main. Bien sûr, on est derrière avec toute une équipe, mais c'est vraiment lui qui est l'âme du projet. C'est pour ça que pour moi, c'est important de le citer. Il est enseignant à Sciences Po, je crois. Comment ? Il enseigne à Sciences Po, je crois. Vous en savez plus que moi, mais probablement. Il a un carnet d'adresses absolument fabuleux, ce qui est aussi important dans ce genre-là. Et on a un jury extrêmement brillant de gens qui sont spécialisés dans le financement des startups, qui nous aident dans le coaching et qui, en fait, nous aident par leur réseau, aident les gens par leur réseau. Alors, qu'est-ce qu'on a comme genre de projet ? C'est ça. un peu ça. Qui vous soutenez ? Et ça peut être, c'est des projets qu'on n'aurait jamais imaginés. Parce que vous savez qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous Oui. écoutent et peut-être certains Bien vont sûr. avoir envie de par Ah oui, mais je ferai un appel au peuple après. D'accord. Pardon. Bon, la location de véhicules entre individus. Alors, ça paraît pas quelque chose de très éthique, mais ça permet aux gens de participer, d'économiser leur voiture, parce que c'est l'économie de la voiture. Mais ce genre de choses n'est possible que si on arrive à mettre des assurances en place, si on arrive à avoir une espèce de... Tout est fait maintenant par application. Une application qui vous donne... Ça, c'est un petit exemple. La vente des invendus alimentaires. Ils vont dans les supermarchés, non alimentaires, pardon. Oui, parce que ça se fait beaucoup avec l'alimentaire, les banques alimentaires, mais ça ne se fait pas avec le etc. non alimentaire. Ils font Par exemple, du gel douche ou c'est alimentaire non alimentaire, oui, ça peut être du gel douche, ça peut être n'importe quoi qui n'est pas alimentaire, qui est dans les supermarchés, qui n'est pas vendu et qui finalement va à la destruction. Ils font des espèces de marchés avec ces invendus que leur donnent les supermarchés. Là aussi, c'est une application. Il y a une aide aux seniors dans le maquis du numérique. Des seniors qui ne savent pas se servir d'un ordinateur, ils mettent en liaison des étudiants et des anciens, ils leur apprennent... Mais alors là, il va falloir se déplacer chez les personnes qui ne savent pas utiliser, parce que s'ils ne savent pas utiliser, par définition, ils ne vont pas pouvoir le faire en Zoom. Ou alors, ils vont faire des centres... Tout ça, c'est au début. Hein. Ils vont faire des centres où les gens pourront se rencontrer.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et est-ce que vous suivez ces entreprises Alors, que vous avez aidées? Est-ce que vous avez... Je vous en dis encore. C'est aussi quelque chose d'intéressant. La recherche de lits d'hospitalisation psychiatrique. Quand vous suivez, moi je t'ignorais, apparemment, quand on cherche un lit, le médecin prend son téléphone et cherche dans tous les hôpitaux. L'idée, c'est d'avoir une espèce de bourse. Ça n'existe pas au niveau de l'assistance publique. Une bourse, une application qui dise il y a des places là et là et là. Et la fabrication de gâteaux à partir des invendus de baguettes. Ils ramassent les invendus de baguettes et ce sont des handicapés qui... On a envie de trouver des idées aussi. Et des handicapés qui fabriquent... Alors, ça aide des handicapés, ça permet de ne pas y avoir de pertes. C'est des idées absolument extraordinaires. Alors, on en est à la 2e année. D'accord. Alors, la première année, on les a suivis. Ils commencent à se développer. On a 2 lauréats. Bon. On suit une dizaine de projets qui arrivent en phase finale. On n'aide pas on peut pas suivre les 10 projets. Les 2 lauréats, on les suit. D'accord. On les suit et on suit en général les 4 finalistes. Alors, les 2 lauréats, c'était ceux des 2 premières applications. La première que vous avez citée. Que je vous ai citée. D'accord. Bon. Donc, ils sont revenus cette année, à la fois pour faire du coaching pour les autres, et à la fois pour nous dire comment ils allaient. Et notre jury et son réseau continuent à les suivre. D'accord. Bon. Nous, on les suit, disons, de loin en loin. On a des rendez-vous réguliers. Notre idée, c'est de faire une espèce de communauté de créateurs c'est pas un endroit d'hébergement classique, mais qui puissent s'aider les uns les autres autour de nous. Bon. Et c'est assez passionnant. Comme vous dites, c'est des projets qu'on n'imagine pas. Alors, ça a l'air de petits projets, tous ces projets-là. Pas du tout. Mais c'est des projets qui sont utiles. L'idée, c'est on va être utile aux autres. Et parce que je crois que les jeunes, ils ont envie de l'être. Vous nous l'avez développé, mais vous nous l'avez dit, c'était la cible la plus importante de Marc Hamon, c'était les jeunes, parce qu'ils pensaient, ils croyaient en eux pour la transmission, pour tout ce qui est la vitalité de la nation, etc. Et donc, vous avez, un regard, je crois que ce qui est très important, dans ce que j'ai lu les documents, donner un sens à la vie des jeunes. Oui. Je crois que vous avez envie d'apporter ça, cette notion de sens dans une période où il y a un peu une perte de sens. Et alors, c'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que je pense que les jeunes ont besoin de cela. Maintenant, ils recherchent, il y a beaucoup de jeunes qui quittent leur bout de travail, mes enfants l'ont fait, donc je sais à peu près, qui quittent leur travail pour trouver quelque chose qui a plus de sens. J'ai mon fils qui fait de l'insertion. Il a fait une école de commerce, etc. Il est parti faire de l'insertion. Il a fait de l'insertion pour les prisonniers. Actuellement, il fait de l'insertion pour les handicapés parce qu'il cherchait quelque chose. Ma fille fait quelque chose d'un peu différent. Elle ouvre une salle dans le Gers, mon Dieu, une salle dans le Gers d'accueil, de convivialité qui peut abriter des pièces de théâtre, etc. Elle était consultante dans un grand cabinet. Donc vous êtes en train de me dire que ces jeunes diplômés qui ont des situations, comme on appelait autrefois des situations, aujourd'hui sont prêts à rompre ils veulent avec autre chose. Ces habitudes pour vivre... autre chose qui servent à quelque chose. C'est pour ça que la perte de sens, je pense qu'elle a eu lieu, elle a lieu pour un certain nombre, mais je pense que ça revient soit en termes politiques, parce qu'on voit quand même en termes politiques, qu'on soit d'accord ou pas, ils ont envie de le faire, soit en termes humains, soit en termes sociaux. Et je pense que tout ça est important. Alors, pour terminer sur le programme, ça va déboucher. Alors, tous les ans, on essaye de s'étendre, et ça va probablement déboucher parallèlement sur un programme de réflexion sur le judaïsme, source d'inspiration pour les entrepreneurs. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on va essayer de réfléchir. Ça, ce sont vos projets ? Ça commence. Alors, c'est plutôt sous forme à ce moment-là, de conférences, de réflexions, de conférences avec des penseurs, peut-être d'un livre, on ne sait pas. C'est de dire, on voit des gens qui ont des envies, qui ont de l'éthique. Qu'est-ce que dans le judaïsme, plus précisément, nous amène à ça ? Donc, on réfléchit, on essaye d'en tirer et on en fera des... Alors, j'ai envie de dire que ça tombe un peu à pic, je ne sais pas, un jeu de mots avec Jean-Daniel Pic, ça tombe à pic, j'ai envie de dire, parce qu'on est dans cette période terrible de l'après 7 octobre, qu'on s'interroge tous comment exprimer notre judaïsme, comment culturellement, est-ce qu'on peut peut-être développer nos attributs pour aider l'autre ? Est-ce que, en fait, on est un peu plus altruiste peut-être ? Et donc, cette philanthropie... C'est l'idée de sortir de la communauté.
Du communautarisme, pardon. Et de justement Et aller vers l'autre, d'aller vers et de lui l'autre, amener... et puis de montrer qu'au fond, bon, je pense que dans la plupart des religions, il y a ce genre de principes, mais que ces principes sont universels et qu'ils existaient déjà dans le judaïsme. Alors, on fait ça pour le social, ce qui est le cas ici, on fait ça aussi pour l'écologie. D'accord. Le Shabbat, c'est un début d'écologie. La terre qui se repose tous les X années, c'est de l'écologie. On essaye d'aller dans ces domaines-là. Donc vous cherchez dans les valeurs du Dans les valeurs, judaïsme ce des qui- choses ce qui qui sont en s'applique adéquation avec Et le je monde crois que d'aujourd'hui. c'est très important. Et je crois que c'est ce qui entraînera ce qui maintiendra le judaïsme. Il y a le côté religieux qui est absolument fondamental, parce que je crois que sans ce côté-là, on n'existe pas. Mais il y a aussi le côté Valeurs. culturel qui est fondamental. Nous avons une tradition qu'on doit transmettre et qui correspond parfaitement aux périodes de troubles comme la nôtre. Oui. Et c'est ça qu'il faut transmettre. Donc c'est vraiment en lien avec Hein. ce qu'on vit depuis le 7 Tout à fait. octobre. C'est cette quête de sens. C'est la Alors, quête vous de dites, sens. c'est une quête d'un autre sens. On n'avait pas perdu le sens, mais d'un autre sens. Ou C'est d'apporter le une même, dimension c'est le même sens. spirituelle. Oui, c'est le même sens. C'est le même sens qui a toujours existé dans le judaïsme, mais qu'on adapte. C'est le sens du judaïsme en mouvement aussi, qu'on adapte à la vie actuelle, qui est beaucoup plus anxiogène que la vie que nous avons eue, nous. Oui, c'est rien de le Nous, dire. on a vécu l'une des rares périodes de l'histoire, enfin moi en tout cas, où l'antisémitisme existait, mais enfin il était à bas bruit. Bon, moi j'ai connu l'antisémitisme à 18 ans quand j'ai fait le coup de poing, ou à partir des années 80, mais sans ça rien du tout. Voilà. Je ne sais pas si ça correspond. Alors pour ça, pour toute cette action-là dans le parc Hamon, nous avons besoin bien entendu d'argent. Évidemment. S'il y a des gens qui sont intéressés, qui s'adressent à nous soit pour de l'argent, soit pour simplement aider par un réseau, soit pour pouvoir intervenir pour aider les jeunes, quelle que soit la forme. D'accord. Parce qu'on sait bien que la philanthropie, c'est à la fois de l'argent, mais c'est aussi du temps. C'est faire transmettre des compétences. Donc ce n'est pas que... Tout à fait. Alors, on sait maintenant que vous avez un programme qui s'appelle J'aime ta start-up. J'aime ta start-up et un autre programme Ah. qui a peut-être un nom qui s'appelle Pour l'implication et les valeurs du judaïsme. Ah non, ce sera le même. Ce sera le même, mais avec d'autres valeurs que vous chercherez dans je pense que ça correspond. au C'est BEM. une extension de ces Voilà, valeurs-là. une extension, c'est Parce qu'en exactement fait, ça. effectivement, c'est les valeurs adaptées à l'entreprise de la même façon, mais plus générales. Là, on a des exemples ponctuels. C'est une généralisation un peu des valeurs. Mais pour nos auditeurs, c'est très intéressant parce que comme vous êtes pour nous une jeune fondation, 3-4 ans, Oui. on voit comment vous bâtissez des projets, comment vous les améliorez, comment vous les élaborez. Donc pour nous, ça a du sens parce qu'on comprend comment on crée une fondation et comment on commence à la développer. Et c'est très important de voir comment les projets Et je crois que s'articulent. l'idée de Claude Hamon, Oui, du fondateur, est une idée qui vraiment se prolonge. Il a 88 ans. Il se dit, on est en train d'aider des startups. Quand elles auront réussi, elles vont en aider d'autres. L'idée, c'est un chemin de continu transmission. de transmission. Et j'en viens à vous poser la question. Qu'est-ce que pour vous alors, puisque la philanthropie, puisque c'est toujours ma question Alors, traditionnelle. moi, il y a un terme qui me plaît bien, c'est la réparation du monde D'accord. et le partage. Donc on est tout à fait Et en le adéquation. partage, alors ce que vous avez dit tout à l'heure est tout à fait juste, c'est le partage d'argent. Ça, c'est fondamental parce que sans argent, on ne fait rien. C'est le partage d'expérience. C'est le partage du temps, parce qu'il faut du temps pour faire tout ça. Mais ça implique aussi, ça c'est la personne philanthrope, mais ça implique en face une responsabilisation. On se prend en main. Il y a, je ne sais plus dans quelle tradition il est dit, on peut très bien nourrir les gens en leur donnant de l'argent, en leur donnant du riz, mais on Vaut peut mieux leur leur apprendre. Alors, je sais que c'est bateau, mais c'est vrai, on leur apprend à pas élever du riz, mais à planter du riz. À planter du riz. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup. Et on est heureux de voir comment cette fondation crée des projets. Et on vous invitera pour savoir dans quelques temps où vous en êtes et quelles sont les nouvelles idées de vos lauréats. Merci beaucoup. Et tout de suite, comme d'habitude, notre traditionnelle chronique financière par notre directeur administratif et financier, Rémi Serrouillat. Bonjour. Bonjour Véronique, bonjour à tous et à toutes. Alors nous sommes déjà fin avril, c'est le moment de penser à préparer et organiser sa déclaration fiscale. Si vous habitez Paris ou la région parisienne, vous avez jusqu'au jeudi 6 juin au soir pour déposer votre déclaration d'impôt sur le revenu, accompagnée, le cas échéant, de votre déclaration d'impôt sur la fortune immobilière, la fameuse IFI.
Pour rappel, instauré en 2018 en remplacement de l'ISF, l'IFI concerne les contribuables qui disposent d'un patrimoine immobilier dont la valeur nette excède 1,3 million d'euros. Le patrimoine à déclarer comprend l'ensemble des biens ou droits immobiliers du foyer détenus en France et à l'étranger. Autre point important, si vous êtes domicilié fiscal à l'étranger, vous devez néanmoins déclarer les biens et droits immobiliers que vous possédez en France. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à la loi TEPA instaurée en 2008, les particuliers assujettis ont la possibilité d'effectuer un don à une fondation reconnue d'utilité publique et le déduire de leur déclaration d'impôt sur la fortune immobilière. Cette formidable opportunité permet de transformer son impôt en un don et ainsi lui donner du sens. Un don à la Fondation du judaïsme français ou à ses fondations Ou abritées. la Fondation Marc Hamon. Voilà, j'allais le dire, la Fondation Marc Hamon, reconnue d'utilité publique, permet d'investir dans des centaines de programmes à vocation sociale, éducative ou culturelle. Grâce aux dons reçus, la Fondation aide les plus démunis, favorise l'éducation, soutient la recherche scientifique, aide à la création d'entreprises et contribue à faire connaître le patrimoine culturel et les valeurs du judaïsme. En cette période de guerre en Israël, la Fondation du judaïsme français mène également des actions humanitaires auprès des populations évacuées des villes proches de Gaza et du Liban. En créant un véhicule fiscal simple et efficace comme l'IFI, le gouvernement a donné la liberté à chacun de choisir la destination finale de son impôt, soit à l'administration fiscale, soit à un projet social ou humanitaire qui nous tient à cœur. C'est maintenant à vous de décider. À très bientôt. Et cette semaine, en seconde partie d'émission, nous avons le plaisir de recevoir Marc Crépon, qui va être interviewé, comme d'habitude, par Perrine Simon-Naoum. Marc Crépon, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École normale supérieure. Vous y avez d'ailleurs dirigé le département de philosophie ainsi que le master de philosophie. Et vous publiez ces jours-ci aux éditions Odile Jacob 7 leçons sur la violence. On sait que votre œuvre, pour laquelle nous vous avons souvent reçu à ce micro, creuse depuis maintenant une vingtaine d'années la question de la violence. Alors pour commencer, je voudrais vous poser une question un peu personnelle, si vous me permettez. Quel effet cela fait-il pour un philosophe de voir en quelque sorte son travail rejoint par l'actualité, inscrit dans l'actualité, de se voir ainsi, je dirais, rattrapé de tous les côtés par l'actualité? D'abord, c'est une leçon de modestie, parce que ça prouve qu'on peut écrire sur la violence, en construire une analyse, et pour autant, quels que soient les éléments qu'on donne, ça ne fait évidemment pas reculer la violence dans le monde. Donc moi, je me passerais bien, en fait, que mes réflexions soient rattrapées par l'actualité. Et cette année, elles l'ont été de façon terrible, parce que j'étais en train d'écrire la conclusion de ce livre, que j'avais envie de finir sur une note peut-être optimiste, sur une note pleine d'espérance dans le recul de certaines formes de violence, quand sont arrivés les attentats, enfin plus que des attentats, parce que c'est même pas des attentats, les attaques du 17 octobre. Et évidemment que au fil de mon travail depuis 20 ans, j'ai toujours été rattrapé par les violences du monde. J'ai commencé quand j'écrivais ma thèse qui portait déjà sur des questions tout à fait dramatiques de cet ordre. Et bien, mes travaux étaient contemporains de la guerre dans les Balkans, du génocide rwandais. Et malheureusement, ça ne s'est jamais arrêté depuis. Donc, c'est à la fois quelque chose de dramatique, qui peut être difficile à vivre, et en même temps, ça donne une responsabilité. Donc ça m'a donné une responsabilité dans mon enseignement, je n'ai pas arrêté d'en parler dans mes cours, et puis ça me donne une responsabilité dans l'écriture, c'est-à-dire que non, je ne vais pas lâcher ces questions-là. Alors peut-être, donc, dans cet ouvrage, vous convoquez un certain nombre de philosophes avec lesquels vous discutez. Pour nos auditeurs qui ne sont pas tous
philosophes ou qui n'ont pas fait tous des études de philosophie. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire comme ça, assez rapidement, de la position de la philosophie vis-à-vis de la violence? Est-ce que la violence a été de tout temps une question que s'est posée la philosophie? Ou est-ce que, je dirais, la forme qu'elle prend aujourd'hui, notamment dans vos écrits, est une forme inédite? Alors, je pense que c'est une forme inédite pour la raison suivante, c'est que d'abord, la violence, elle est à la fois partout depuis les commencements de la philosophie. Elle est présente chez Platon lorsqu'il analyse la tyrannie, donc elle accompagne la philosophie. Elle est moins souvent un thème pour elle-même. Pourquoi? Parce que d'abord, la philosophie, comme l'opinion commune, a été presque toujours portée par l'idée qu'une certaine dose de violence est nécessaire. Que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit pour maintenir l'ordre et la sécurité, que ce soit même, comme le disait Hegel, pour le devenir des peuples. Et puis aussi, elle a été très souvent prônée comme nécessaire pour la conquête des libertés, la conquête de droits fondamentaux, etc. Et même encore aujourd'hui, quand je parle avec mes étudiants, ma position à moi, qui est plutôt celle de retenir un principe de non-violence et de donner droit à la non-violence, c'est une position que j'ai souvent du mal à leur faire entendre. Et ce qui est, dans le fond, je crois, novateur dans l'approche que je propose, c'est de ne pas analyser la violence à partir de ses causes, comme c'est le cas le plus souvent, mais à partir de ses effets. C'est-à-dire de me demander d'abord la violence, comment la caractériser, qu'est-ce qu'elle fait au corps et aux esprits, qu'elle touche, qu'elle fragilise, qu'elle meurtrit ou qu'elle détruit. Et je pense que, et c'est ça que l'actualité dont vous êtes parti tout à l'heure me confirme en permanence. Parce que j'ai retenu comme dénominateur commun pour parler de toutes les formes de violence 2 critères essentiels qui s'appliquent à toutes celles dont nous sommes les témoins directs ou indirects. La première, c'est que s'il est vrai que l'existence humaine est un tissu de relations, qu'elle est faite de l'ensemble des relations que nous entretenons avec des êtres vivants ou non vivants, avec des choses, avec un espace, avec des lieux familiers. Toutes ces relations demandent un minimum de confiance. Pour que la vie reste vivable, nous avons besoin de nous fier à l'espace, de nous fier aux relations, de nous fier aux institutions. Nous avons besoin donc de ce degré de confiance minimale. Et ce que fait la violence, que nous ne devons pas oublier, c'est d'abord une destruction systématique, radicale de la confiance. Lorsqu'elle fait irruption dans une cité, lorsqu'elle fait irruption dans une société, lorsqu'elle fait irruption dans un foyer, dans une cour de récréation, sur le lieu de travail, ce qu'elle brise d'abord, irrémédiablement, c'est cette confiance, ce minimum de confiance dont nous avons besoin pour que les relations restent vivables. Mais ça ne suffit pas. La deuxième forme, le deuxième critère, c'est ce que j'appelle la réification. C'est-à-dire, il faut comprendre plus directement comment la confiance est brisée. Et la confiance est brisée à chaque fois parce que celui qui l'a subie est réduit à l'état de chose, à l'état d'abstraction. Et donc, c'est ce que dit le mot réifier, qui vient du latin res, qui veut dire chose. Donc la réification, c'est cette forme de chosification. C'est ce qui vous arrive quand vous êtes victime d'une agression. C'est ce qui vous arrive quand vous vivez dans une société dans laquelle vous savez que vous êtes exposé à tout moment, à être réduit à une abstraction, à une appartenance que vous voulez ou que vous ne voulez pas, quel que soit votre degré de relation avec cette forme d'appartenance, vous êtes à ce moment-là réifié, chosifié, ce qui veut dire que tout ce qui vous définit comme singularité propre se trouve dans le temps même de l'agression nié. Toute l'infinité de ce que vous êtes et de ce que vous n'êtes pas se trouve réduit à néant par ce processus de chosification. Et puisque je suis aujourd'hui à RCJ, dans le studio, puisque je suis devant les photos là de tous les otages, encore retenus en otage
par le Hamas dans la bande de Gaza, je voudrais dire d'abord que ces deux critères-là, de la rupture, de la confiance et de la réification, sont exactement ce que vit aujourd'hui, ce que vivent intensément aujourd'hui la grande majorité de la population israélienne, mais aussi ce que vivent les Juifs dans le monde. Parce que le fait que vous puissiez vous trouver, en raison de cette appartenance, en raison de votre lien avec la communauté, une appartenance tout à coup réduite, à vivre dans un espace où tout à coup la confiance devient fragilisée, où tout à coup vous êtes à la merci de ce qui peut vous arriver du jour au lendemain en fonction de cette appartenance, mais aussi réifié, chosifié, réduit à cette appartenance, c'est deux formes qui disent réellement la violence que ressent très légitimement une grande partie de la communauté juive, pas seulement en Israël, mais dans le reste du monde. Alors, nous parlons, Marc Crépon, de votre ouvrage, cette leçon sur la violence, qui paraît ces jours-ci aux éditions Odile Jacob. Vous venez de nous parler des effets de la violence et vous invitez dans cet ouvrage à reconsidérer en quelque sorte l'expérience de la violence pour savoir de quoi l'on parle. Et on sait que vous venez de le rappeler, enfin chacun de nous a précisément le sentiment de savoir de quoi il parle parce que chacun de nous a au moins une fois, si ce n'est plusieurs, dans sa vie et dans des domaines différents, fait l'expérience de la violence. Alors est-ce que vous pourriez nous dire peut-être un peu rapidement quel est ce parcours que vous nous proposez dans ces 7 leçons sur la violence ? Alors, en vertu de la méthode que je viens de rappeler, je commence par partir des effets de la violence. Voilà. Et ensuite, je m'interroge beaucoup, là revisitant quand même un certain nombre de discours classiques qui ont de près ou de loin traité de la violence. Je parcours un certain nombre de grandes questions qui sont en général liées à la violence quand on en parle en philosophe. La première est évidemment celle de la légitimité de la violence. Je reviens sur cette idée, cette définition qu'on trouve chez Max Weber, qui dit de l'État qu'il détient le monopole de la violence légitime, et je m'interroge sur le sens de ce monopole en disant que ce monopole fait la différence entre les régimes, que bien évidemment, lorsqu'il s'agit d'un régime autoritaire, lorsqu'il s'agit d'une dictature, l'État tient bien le monopole de la violence, mais cette violence-là n'a rien de légitime puisqu'elle se fait en dehors du droit. Et donc, en quelque sorte, la soi-disant légitimité de la violence perd tout son sens chaque fois que l'usage de la violence sort des règles du droit. Et ça, c'est un principe auquel je tiens beaucoup, parce que je pense aussi, très légitimement, que c'est une grande question à laquelle les démocraties sont confrontées. Et que s'il est vrai que la frontière entre la démocratie et les régimes dont elle doit d'abord, par principe, rester distincte et poreuse, s'y introduit parfois une zone grise, c'est là que se situe la zone grise. Donc, mon travail de philosophe, c'est aussi d'exercer la plus grande vigilance à l'encontre de tout ce qui pourrait précisément brouiller la frontière quant à l'usage de la violence, quant à la légitimité de la violence entre la démocratie et les régimes dont elle doit rester distincte. Et puis ensuite, il y a évidemment une approche très classique de la violence qui dit que c'est la violence est souvent un moyen nécessaire pour atteindre des fins légitimes. Et là, la métaphore que j'utilise beaucoup, à laquelle je tiens, et qui, dans le fond, est l'un des fils conducteurs de ce livre, à partir de la 3e leçon, c'est de dire que la violence, c'est une boîte de Pandore. C'est-à-dire que la violence, on sait quand elle commence, on ne sait jamais où elle s'arrête et quand elle s'arrête. Et que donc, c'est vrai de toutes les formes de violence et de tous les lieux de la violence. C'est-à-dire que quand vous concédez un peu d'espace à la violence, eh bien, déjà, vous avez ouvert la boîte de Pandore. Et la meilleure preuve, c'est que très souvent, dans le fond, la violence qui peut être légitimée
au nom de telle ou telle fin déterminée, dans son parcours, la fin a changé. Si par exemple, vous êtes de ceux qui considèrent, mais je ne crois pas que ce soit votre cas, que la violence est, dans le fond, nécessaire dans le cadre d'un processus révolutionnaire de conquête de la liberté. Ce que, dans le fond, toutes les révolutions du XXe siècle ont montré, c'est que, et celui qui l'avait très bien compris, c'est Albert Camus qui le disait, c'est que dans le temps de la Révolution, et encore plus dans les régimes qui se sont installés à l'issue de ces révolutions, la violence avait changé de nature parce que elle ne servait plus la même fin. Elle ne servait plus la révolution, mais le maintien au pouvoir d'un régime, la destruction physique de toute forme d'opposition, etc. Donc voilà, et puis donc très légitimement, j'en arrive ensuite à la question de la non-violence, en expliquant que la non-violence n'est certainement pas une passivité devant la violence, mais qu'elle est le choix d'un certain type d'action déterminée pour faire précisément reculer la violence. Ça, c'est les 4 premières leçons. C'est les 5 premières leçons. Les 2 dernières, qui m'apportent beaucoup, sont plus récentes dans mon travail, même si ça date déjà de 4 ou 5 ans. Elles se penchent plus précisément sur les violences de l'intime, sur les violences faites aux femmes et aux enfants, sur, dans le fond, toutes ces formes de violence qui se déroulent, les volets fermés, dans le secret des foyers, etc. Et pour déterminer ces violences de l'intime, évidemment, je retiens les 2 mêmes critères que j'ai analysés tout à l'heure, qui sont donc la rupture de la confiance des liens qui dessinent le foyer, et puis aussi la réification. Donc voilà à peu près le parcours. Et donc la toute dernière leçon porte sur une forme de violence dont on parle trop peu et sur laquelle très peu de philosophes se sont penchés jusqu'à présent. C'est peut-être la plus inédite de ces 7 leçons. Elle porte sur les violences liées à des phénomènes que malheureusement nous sommes trop nombreux à connaître aujourd'hui dans des proches, dans des amis, etc., qui est celle des emprises sectaires. Alors justement, Marc Crépon, je voulais vous interroger sur cette violence qui, d'une certaine façon, est peut-être maintenant encore relativement masquée, celle des sectes, mais je dirais aussi celle des fondamentalismes religieux. Oui, bien sûr. Alors d'abord, vous savez que s'il est si difficile de parler de secte, c'est parce que, dans le fond, la frontière qui sépare les sectes des religions est une frontière fragile, est une frontière poreuse, et qu'il y a évidemment certaines formes de fanatisme et de fondamentalisme religieux dont le fonctionnement n'a rien à envier à celui des dérives sectaires, c'est-à-dire dont l'emprise sur l'existence, dont l'emprise sur les relations, dont le contrôle exercé sur la vie, sur la pensée et sur les mœurs est de nature assez proche de celle qu'on peut observer dans les dérives sectaires. Moi, j'ai tendance à penser que c'est une des formes de violence aujourd'hui, celle des dérives sectaires, dont la prise de conscience est encore devant nous. Et je pense que le jour où nous allons prendre la mesure de l'étendue de cette forme de violence dans nos sociétés, le séisme sera à peu près comparable, peut-être encore même plus violent que celui qu'a provoqué il y a quelques années maintenant la découverte de l'ampleur des violences, des abus sexuels sur enfants, de l'inceste, etc. dans nos sociétés, tout milieu confondu. Au début, cette réflexion sur les emprises sectaires est venue d'une commande. C'est la Miviludes, la mission de vigilance, qui rend un rapport tous les ans au Parlement, qui, dont la présidente m'a appelé en me demandant si j'étais prêt pour le rapport, de conclure le rapport parlementaire adressé au Parlement par une analyse philosophique un peu distancée de ce phénomène des violences sectaires. Et donc je me suis rendu dans leurs locaux et j'ai consulté les rapports, les documents qu'ils avaient. Je suis reparti chez moi avec une valise de documents et j'ai été dans lesquels je me suis plongé. C'est le travail du philosophe de se documenter. Et j'ai été absolument saisi d'abord par l'ampleur mondiale du phénomène, même si là, la Miviludes s'intéresse plutôt aux violences dans la société française. Et puis, c'est un phénomène aussi dont l'ampleur est d'autant plus considérable qu'aujourd'hui,
pour qu'un jeune ou un moins jeune, pour que quiconque tombe sous emprise sectaire, il n'a pas besoin de réunion physique avec les autres membres de la secte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nouveaux moyens du savoir, de l'information, c'est-à-dire Internet, permettent, dans le fond, à n'importe qui, avec une recette efficace, de s'improviser gourou et de faire tomber les autres sous son emprise sectaire. Donc, c'est pour ma part un phénomène qui m'inquiète et qui, je crois, concerne chacun dans la société, tous ceux qui ont des enfants, tous ceux qui ont des proches, tous ceux qui sont confrontés dans leur foyer, dans leur famille, dans leur cercle d'amis, à des êtres que les épreuves de la vie ont fragilisés, à des êtres qui ont perdu leurs repères, qui sont désorientés, doivent savoir que, évidemment, ils constituent des cibles potentielles pour ces dérives sectaires. Vous aurez remarqué qu'on parle de dérives sectaires et pas de sectes, précisément parce que la frontière entre religion et secte est poreuse, et que de savoir à quel moment... Vous ne pouvez pas incriminer une secte. Vous ne pouvez pas incriminer la croyance. Ça, c'est pas possible. Tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut. Donc, vous ne pouvez pas incriminer la croyance. Vous pouvez incriminer ce que la croyance vous fait dire et vous fait faire, et encore plus ce qu'elle vous fait faire aux autres. Et donc c'est pour ça qu'on ne va pas parler de violence des sectes, mais de violence des dérives sectaires. Alors, juste une dernière question, il nous reste peu de temps. Marc Crépon, comment est-ce qu'on peut revivre, en fait, après ces violences? Et en quoi, peut-être, la philosophie et le philosophe peuvent-ils nous y aider? Mais je pense, vous voyez, si vous retenez les 2 critères que j'ai annoncés au début, c'est-à-dire la rupture de confiance qui attaque tous les liens et la réification d'autre part, bien, je pense que la première façon de revivre, et c'est un long travail, et c'est pas facile, c'est de retisser du lien, c'est de retisser de la confiance, c'est retrouver de la confiance dans l'espace, et c'est pas facile, dans l'espace qu'on habite. Lorsque votre foyer est détruit, c'est d'arriver à reconstituer le lien ailleurs, si on parle voilà, de violence domestique, de violence intrafamiliale. Lorsque, dans le fond, vous vivez dans une cité meurtrie, dans un pays meurtri, c'est de rétablir, de retrouver un minimum de confiance, aussi bien dans les institutions que dans vos concitoyens. Et puis, la réification, c'est très difficile parce que la réification, elle s'attaque au corps, aux esprits. Et donc, les processus de déréification, les processus de déprise, dans le cas de toute forme d'emprise, eh bien, là aussi, en fait, je crois, passe quand même beaucoup par tout ce qui vous permet à retrouver une estime de vous-même et l'estime de ce que vous êtes, de ce que vous croyez, de ce que vous pensez. Et cette estime-là, elle ne se fait pour ma part que dans l'échange et dans le partage. Alors je vais dire quelque chose de très banal, mais auquel je crois moi profondément. Je pense que l'amitié, l'amour sous toutes ses formes, sont dans le fond les leviers d'une confiance en soi restaurée, qui du coup est aussi une confiance dans l'espace, dans le temps et dans l'avenir. Bien, bah, merci beaucoup. J'avais encore beaucoup d'autres questions à vous poser, notamment finalement comment on pouvait éviter les abus ou les condamnations trop rapides qui mutilent tout rapport Oui, là, humain. oui, parce que ce qu'il faut, voilà, l'une des clés nécessaires, c'est d'échapper au piège des jugements précipités, des catégorisations abusives. Et même s'il faut se méfier du sens galvaudé que peut prendre l'expression, je crois beaucoup, sans ça je ne ferais pas le métier que je fais, aux vertus d'un esprit critique. Bien, bah, merci beaucoup Marc Crépon. Je rappelle ce très bel ouvrage qui sort cette semaine aux éditions Odile Jacob, 7 leçons sur la violence. Merci. Merci à vous.